Et je suis heureux que Kallo soit là encore ce soir parce qu'il y a une délégation guinéenne aujourd'hui est conduite par Madame la ministre du Commerce qui séjourne actuellement du côté de l'Inde. Et dit-on, pour solliciter, je crois, une dérogation des mesures d'interdiction du riz, d'exportation du riz. Et Bouddha, on nous a parlé de importation ou exportation? Je dis non, c'est l'Inde. Depuis le 20 juin, l'Inde a interdit, le gouvernement indien a annoncé l'interdiction de l'exportation du riz vers la Guinée. Pas la Guinée seulement. D'accord. L'exportation du riz blanc, non, qu'on appelle basmali. Donc, après ça, je crois, on a entendu, et nous, dans cette même émission ici, je crois qu'Allo en a fait cas, on a tous aimé ce qui a été dit, que la Guinée occupe désormais le 2e rang pays producteur de riz en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Et pourtant, on a du mal à comprendre que même 50%, notre pays est incapable de couvrir même à 50%, sincèrement. Et je me souviens encore, les dates sont notées, le 24 juin 2023 à la télévision nationale, Madame la ministre disait que la Guinée disposait plus de 240 000 tonnes métriques de réserve de riz, soit une couverture de 5 mois. Mais aujourd'hui, c'est notre pays qui est inquiet, c'est le gouvernement aujourd'hui qui est inquiet et qui a même déplacé une équipe, c'est-à-dire une délégation, une forte délégation pour se rendre en Inde, pour aller demander en tout cas c'est que franchement la Guinée soit exemptée de cette interdiction. Donc c'est sur ça j'ai envie de dire, et peut-être je disais que nous, avec les chiffres macro, les Guinéens, on a du mal à comprendre. Ils tirent sur la mauvaise cible. Non, pas toi, les gouvernants. Au lieu d'aller voir les Indiens pour lever l'interdiction d'exportation de leur riz vers la Guinée, qu'est-ce qu'ils devraient faire? C'est d'aménager des terres que nous avons, et nous en avons suffisamment pour cultiver et manger, même revendre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place? Non, c'est fou. Rappelez-vous la crise alimentaire. Il y a eu une crise alimentaire mondiale il y a quelques années. Ça n'a pas servi de leçon. Aujourd'hui, il y a une crise céréalière. Ça ne sert pas de leçon. Il y a ce que les Indiens disent. Ça ne sert pas de leçon. À quel moment nos responsables, les autorités vont s'asseoir pour dire attention, nous aussi nous pouvons produire. Ils ne sont pas obligés d'aller tout le temps. Voilà, non, mais si on avait pas, si c'est par exemple, si on dit la production, enfin la transformation de la bauxite en produit fini en aluminium, ça demande beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de facteurs qui ne dépendent pas forcément de nous et tout. Même ça, on peut le faire. Mais le riz, c'est quand même facile. Justement, alors, je comprends. C'est quand même facile. Oui, je comprends. Il évoque un aspect quand même très intéressant parce que la Guinée est classée en termes de production du riz. Et que l'on nous dise qu'on soit obligé d'aller prier les Indiens afin qu'on puisse avoir, mais c'est quand même paradoxal. Je crois que je vais dire un mot par rapport à ça. Allez, vas-y. La question alimentaire, elle n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aménager un bassin aujourd'hui, ou une plaine aujourd'hui, puis récolter demain. Le Guinéen mange du riz le jour au lendemain, de chaque jour. Donc le problème, c'est quoi? La Guinée, à peu près, nous exportons 40% de notre consommation en riz. Ça représente à peu près 500 à 600 000 tonnes. Cela fait que parmi ces 600 000 tonnes, l'Inde importe 90%. C'est pourquoi la mission a tout son enjeu. Et on ne peut pas changer ça, on ne peut pas remplacer ça d'un coup d'œil. Donc on nous épargne des chiffres, des placements fallacieux, sincèrement. Non, c'est pas fallacieux. C'est une communication qui n'est pas en lien avec la réalité. Comment voudrais-tu qu'on explique, par exemple, on va y arriver, comment voudrais-tu qu'on explique aux citoyens qui se trouvent à Panziajou ou à Palais, par exemple, que la Guinée est le premier producteur du riz et que l'on soit deuxième producteur, je vais dire, et qu'on nous dise qu'on est obligé d'aller prier l'Inde pour que ce pays accepte. Comment on peut l'expliquer? C'est pas pour dédouaner le ministère ni rien. C'est-à-dire que la Guinée, la culture du riz est purement, comment on appelle ça, est purement une culture de consommation. C'est-à-dire que 90% de ce que nous produisons, nous les mangeons. Il n'y a que peut-être 10% qui sont revendus. Et vous savez, la Guinée, l'une des denrées rares qu'on exporte à travers, par exemple, la Guinée-Bissau, à travers Sierra
Sierra Leone, Libéria, c'est le riz. Donc il y a une fuite de notre production. Et le vrai problème pour la Guinée, c'est qu'on en consomme trop. La Guinée, nous figurons parmi les 6 pays les plus consommateurs de riz. Je vous donne une moyenne, par exemple, dans la sous-région. Vous avez à peu près 55 à 60 kilos de riz consommés au niveau régional. Nous ne sommes pas plus consommateurs que le Sénégal. Il va terminer. Tu vas m'écouter. Sénégal ne consomme pas plus. Au Sénégal, la consommation ne dépasse pas 60%. 60 kilos de riz par an. Mais en Guinée, on consomme 2 fois plus. Le Guinéen consomme 115 kilos de riz par an. Et ça, je le confirme. Je vous dis, le Guinéen n'aime pas le riz, mais il l'adore. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Et on a un autre problème fondamental. C'est le problème de diversification alimentaire en Guinée. Dans les années 90, l'igname se consommait trop en Haute-Guinée, le fonio. Tout ça a disparu. Donc, on s'est imposé une dictature du riz. Et cela fait que quelle que soit la quantité que nous produisons, et ça va manquer parce qu'on en mange beaucoup. Ça, je vous le dis. Et en plus, il y a une réalité. Tout ce qui est produit là, il y a au moins 30% qui sont gaspillés. Ça, il y a tous ces aspects-là qu'on n'explique pas. Gaspillage alimentaire, c'est à moins de 30%. C'est-à-dire que on n'a pas de mesure, on n'a pas de conservation, les moyens de transport, les moyens de stockage, du champ à la marmite, vous avez à peu près 30% de notre récolte qui se perd. Donc, il y a tous ces aspects-là. Mais par rapport à cette mission précise, moi, je crois qu'ils avaient dit ici, au début de l'année, que si en Guinée, rarement, on va frôler la crise alimentaire, c'est bien cette année. Et mais maintenant, on est dans une crise alimentaire. C'est pas parce que la crise, ce n'est pas seulement la disponibilité, mais le pouvoir, la capacité pour la population pour accéder au riz. Aujourd'hui, on importe même l'aubergine de la Côte d'Ivoire, les tomates, l'oignon du Mali. Donc, on est dans un système. Je crois que ça a été aggravé par la situation globale qu'on a connue en 2021 avec la crise, mais surtout l'impréparation de la campagne agricole de l'année dernière. Ça a coïncidé à un coup d'État, donc on n'a pas pu faire grand-chose. Le ministère l'a reconnu. Cette année, des efforts ont été fournis avec le ministre. C'est pour cela, moi, franchement, cette année, je ne les en veux pas beaucoup. L'année dernière, je ne les en veux pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas eu le temps et les moyens. Mais cette année, ils ont non seulement eu le temps, ils ont eu la dotation budgétaire la plus conséquente de l'histoire en Guinée, de 1900 milliards de francs guinéens. Donc, on attend le ministre au mois de mars pour pas qu'on nous dise qu'on a fait en Guinée. Mais ça, vraiment, on a un petit problème. Alors, ministre est en déplacement. Bien, allez-y avant que je n'arrive à Baïla. Ce qui est drôle, c'est qu'on me dise que le Guinéen consomme trop le riz et que ce qu'on va produire ne suffit pas. Donc on devrait arrêter de consommer ce que nous avons envie de consommer. Non, c'est une explication. Je n'ai pas dit que c'est une explication. C'est une comparaison. Au Sénégal, on consomme 60 kilos. En Guinée, on consomme 115 kilos. Au Nigeria, qui est le premier pays producteur de riz, consomme à peu près 55 kilos de moins. Nous, deuxième, on consomme 100 kilos de moins. Et parce que le Nigeria consomme 55, on doit consommer 10. Non, c'est ce que je veux dire. Alors, c'est pas une imposition, c'est une explication. Justement, en fait, ce fait, il est réel. En fait, c'est un fait. Beaucoup de progrès. D'accord. Néanmoins, Oscar, Yassine va terminer. On est en train de chercher à comprendre le paradoxe. C'est cela. C'est ce qu'il a évoqué. C'est pas tout, c'est un élément d'explication. Je dis que cet élément-là ne devrait pas être cité. Ah bon? Non, parce que pour moi, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route de dire que c'est... Pourtant, c'est une réalité. Oui, mais il faut que tu permettes. C'est que ici, là. On vous donne 3 matin, baguettes. midi, soir. Toi, tu manges 2 baguettes le matin, l'autre mange une baguette le soir. Vous allez finir au même moment? Pas du tout. C'est trop pratique, c'est trop simple. D'accord. Maintenant, on y va. On va laisser Yassine placer le système. Je dis encore une fois que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route parce que lorsque vous regardez, c'est clair, on sait que nous consommons plus que le Nigeria, nous consommons plus que le Sénégal. Mais alors dites-moi, si ce n'est pas le riz, les terres que nous avons là, qu'est-ce que nous sommes en train de cultiver pour pallier à ça? Parce que moi je dis, si vous savez que vous consommez beaucoup de riz, vous produisez beaucoup. Et si vous savez que vous avez besoin d'une variété alimentaire, vous produisez une variété alimentaire en quantité suffisante parce qu'il y a les terres. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que on ne devrait pas varier ce que nous mangeons. C'est que nous avons des terres pour produire suffisamment de riz pour que le Guinéen mange et nous avons des terres pour produire suffisamment de pommes de terre, suffisamment d'igname. Qui aussi se prête. En République de Guinée, nous en avons beaucoup. Qu'est-ce que depuis, moi je n'accuse pas, en fait je ne suis même pas en train de parler du gouvernement du CNRD, je suis en train de parler des gouvernements successifs dans notre pays. Quelle est l'étude qu'ils ont faite pour dire dans 50 ans,
voici le nombre de populations qu'on va avoir, voilà en fait la quantité de consommation en riz, en pommes de terre, en igname, en oignons dont nous allons avoir. Là-dessus, je suis d'accord. Au lieu même de subventionner le riz, parce qu'à un moment donné, on subventionnait même le riz, pourquoi ne pas encourager les agriculteurs autrement? C'est que je dis. Et même la politique de Doumbouya, parmi les terres cultivables que nous avons, quel est le pourcentage d'aménagement que nous avons? C'est moins de 1%. Voilà, donc ça veut dire, ça veut dire que nous n'avons pas fait ce qu'il faut. Ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas est-ce que le Guinéen mange beaucoup. Est-ce qu'on lui produit suffisamment? Parce qu'à date, ce qu'on envoie, quand on calcule ce qui est produit et ce qui est importé, il y a une sorte de... Non, ce que je veux dire, c'est que quand on importe du riz, quand tout se passe bien, on ne dit pas qu'il y a une pénurie alimentaire. Ça veut dire qu'on a suffisamment de riz. Ça veut dire qu'on importe suffisamment. C'est qu'on importe cette quantité-là. Pourquoi on ne la cultiverait pas ici? Mais alors qu'on a les terres qu'il faut, alors qu'on n'a pas aménagé. Je dis que dans ce côté-là, les gouvernements successifs ont échoué parce qu'on sait quand même que c'est la base alimentaire en Guinée ici, c'est le riz. Et quand ce n'est pas le riz, ça c'est la première ligne. Ensuite, il y a la pomme de terre, il y a la tomate, il y a l'igname. On peut cultiver tout ça. Nous avons suffisamment de terre. Et qu'on me dise que c'est parce que le Guinéen mange beaucoup de riz, même quand on produit, ça ne peut pas suffire. Je dis non, ça ne tient pas la route. On devrait produire. Et d'ailleurs, on produit pour que nous consommions. Ça, tu l'avais déjà dit. Hein? D'accord. On va permettre à... moi, je veux aujourd'hui parler parce qu'aujourd'hui, 25 août 2023, c'est un jour historique pour la République de Guinée. Oui, c'était déjà un jour historique, effectivement, pour la République de Guinée, en raison du fameux discours qui a fait basculer certainement notre destin, 25 août 58. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce 25 août 2023, c'est un autre jour historique. Parce qu'aujourd'hui, il y a une décision historique qui a été rendue pour la justice internationale. Et le contexte actuel fait que je suis très heureux de venir avec cette information. Et parce que c'est quelque chose qui a plusieurs dimensions. Il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, a été aujourd'hui renvoyé devant le tribunal. Il doit être jugé en 2025 dans l'affaire du financement de sa campagne par le régime libyen. C'est quelque chose de très important, c'est cool. Parce que je dis c'est historique parce que déjà c'est une première, même en France, qu'un président, en plus de 2 de ses ministres, et non des moindres, Brice Hortefeux, Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur et parmi les proches de Sarkozy, dont par exemple Brice Hortefeux, c'est depuis le début de sa carrière, depuis les BAM même. Et du coup, ces 3, en plus des intermédiaires Djouri et Ziad Tchakedine, en tout 13 personnes sont renvoyées pour être jugées devant le tribunal. Qu'est-ce que cela dit ? D'abord, cela dit qu'après 10 ans, écoute, et quand je disais il y a beaucoup de dimensions, vous comprendrez pourquoi. D'abord, l'instruction a duré 10 années. C'est-à-dire pendant 10 ans, des juges d'instruction ont enquêté. Il y a eu ils ont interrogé des milliers de documents. Il y a eu 15 commissions rogatoires internationales, des documents diplomatiques. Donc, c'est vraiment une enquête fournie et qui a été, vous savez, à la base de cette enquête, d'ailleurs, il faut le saluer, c'est le journal Mediapart qui avait pour la première fois en 2011 fait état de ce scandale. Et c'est de là qu'est partie cette affaire qui aujourd'hui est devenue complètement judiciaire. Et ces 10 années d'instruction, au bout de 10 années, les juges ont estimé qu'il y avait suffisamment de charges à l'encontre du président Sarkozy. Donc il y a suffisamment de suspicions que sa campagne de 2007 a été financée par le régime libyen qu'il a décidé de le renvoyer devant le tribunal. Donc à ce stade, bien sûr, il est toujours présumé innocent. Mais c'est pour vous dire, et c'est aussi un clin d'œil à la CRIEF, 10 ans d'instruction. Et pendant lesquels les inculpés n'étaient pas forcément en prison.
où les gens ont enquêté sereinement, ont eu tout le temps, en 10 ans, aller dans différents pays, faire des enquêtes vraiment sérieuses pour aboutir finalement à l'inculpation. Exactement, au renvoi devant un juge. C'est important dans le contexte actuel parce qu'on sait tous que après, quand on regarde l'histoire, Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé, il avait déroulé le tapis rouge à Kadhafi, qui avait installé, on se rappelle, sa tente à l'Élysée. Et ça avait commencé par une lune de miel. Il était même question de la construction d'une centrale nucléaire. Et avant que tout ça, brusquement, ne change à l'aube de l'intervention de l'OTAN en Libye au nom de la démocratie. Mais imaginez-vous si aujourd'hui, il y a suffisamment de charges qui indiquent que la campagne de celui que vous êtes allé déloger, on va dire, que celui-ci vous a financé. Ça remet en cause beaucoup de choses. Et ça dit aussi que lorsqu'on parle d'intervention militaire aussi, souvent, il faut aller au-delà des raisons officielles. Des raisons officielles. C'est important. Ça aussi, c'est très important. Et aujourd'hui, on sait ce que aujourd'hui encore cette intervention libyenne a comme conséquence. Donc aujourd'hui, on va, c'est une félicitation au journal, c'est un message aussi pour les journaux, pour les journalistes qui le rappelait, qui peuvent avoir la responsabilité de faire éclater des affaires. Mediapart n'en est pas à sa première. Il y a eu au moins une dizaine d'affaires d'État que ce journal a révélées. Et ensuite, message aussi à la CRIEF pour de s'inspirer de la façon comment pendant ce temps, trucs se passent. Dans notre pays, on est en train de mettre en place ceux qui vont gérer les biens confisqués. Voilà. On ne parle même pas des biens de l'État, mais on dit les biens confisqués. C'est quand même autre chose. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était donc cette nouvelle historique que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Bien. Oui. D'accord. Moustapha, avant. Je crois que vraiment ça mérite d'être festoyé, parce que là, n'oubliez pas. L'intervention au Libye est le point de départ de l'exacerbation du sentiment anti-français en Afrique. Il ne faut pas que les gens oublient. Nicolas Sarkozy, avec un grand mépris qu'il avait pour l'Union africaine, ils n'ont pas associé l'Union africaine, ni aucun chef d'État africain, et se sont jetés sur la Libye et créé la pagaille en Afrique de l'Ouest. Regardez ce qui s'est passé. Et on leur a dit, si vous attaquez à la Libye, vous allez créer une situation qui va être ingérable. Les présidents guinéens, tchadiens, la circulation des armes, et tout ce qui Sarkozy, avec tout le mépris, c'est ce qui m'a choqué, tout le mépris qu'il avait, il n'a même pas considéré ces chefs d'État africains. Finalement, la Libye a été détruite, lui, et ce qu'il a fait, c'est que c'est quelqu'un qui est mercantiliste. La première chose qu'il avait lors de sa visite, il est parti avec 40 hommes d'affaires français pendant que le corps de Kadhafi n'était pas encore enterré. Donc les Libyens ont compris et c'est ce qui fait très mal aux Arabes. L'Arabe, même si c'est son ennemi qui est tué, mais il faut accorder du respect à son cadavre. Mais le principe là-bas, c'est clair. La mort est Sarkozy, il est parti avec 40 hommes d'affaires français pour négocier des contrats. Donc ça a été dit. Ça a été dit. Donc c'était une vengeance personnelle. C'était de faire en sorte qu'il pour ne pas que cette affaire se retrouve à la place publique. Heureusement, je crois que le karma fait son jeu et je crois que M. Sarkozy va être rattrapé par l'histoire. Bien, allez-y. Alors, la seule chose qu'il y a d'historique dans ça, c'est que ça n'était pas arrivé qu'un président soit jugé avec ses ministres, mais je ne vois pas en quoi l'Africain devrait s'en réjouir. C'est plutôt une honte pour l'Afrique de savoir que des régimes africains, pendant que l'Afrique souffre, prennent de l'argent pour financer des présidents français qui n'ont en retour aucun respect pour eux. On voit comment le continent africain est sucé, usé par les grandes puissances. Et le peu d'argent que nous avons, nous finançons les autres pendant que des Africains sont en train de mourir de faim. Moi, je trouve plutôt que c'est une honte pour l'Afrique. Je dis bravo encore une fois à la justice française qui est en train de faire son travail et ça c'est par rapport à leur loi parce que tout simplement il n'est pas permis dans la loi française qu'un étranger finance un Français dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais pour de là à dire que les Africains devraient se réjouir, on devrait se réjouir. Ben on peut se réjouir, hein. Non, on peut. Tu n'as pas suivi. Moi, je m'en réjouis. Il n'a pas dit, mais il a dit. L'Afrique, qu'est-ce qu'on pouvait contre ça va changer un peu de mentalité. Merci, tu as la réponse. Par contre, alors, je vais dans la même logique, par contre, ça fait quand même, ça réconforte ceux qui ont pensé que cette guerre était une vengeance dans leur position, parce qu'on a tout dit de Kadhafi à l'époque, avant de l'attaquer, on l'a accusé de beaucoup de choses, mais avec ça, c'est un élément. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'avant, on
avait toujours eu des soupçons. On le sait, Ali Bongo, on sait qu'il y a eu beaucoup de présidents, c'est fait partie intégrante du système de la France-Afrique, ces rétro-commissions et ces questions. Mais là, c'est judiciarisé, c'est des preuves, c'est des faits qui sont là. Là, ce n'est plus juste des suppositions. Yacine, en 30 secondes. Alors, quand tu parles, non, ce que je dis, c'est que on parle de vengeance. Mais si Kadhafi n'avait pas financé Sarkozy, peut-être qu'il n'aurait jamais été président. C'est ça qu'il faut prendre. Ouais. C'est-à-dire que c'est le retour de bâton pour les deux, pour Sarkozy parce qu'il va devoir faire face à la justice, mais surtout pour Kadhafi parce que lui, quoi qu'il en soit, il ne reviendra plus. Et à cause de lui, la Libye a été détruite. Il a été celui qui a accompagné Sarkozy, si c'est avéré, si Sarkozy est reconnu coupable, ça veut dire que c'est lui qui a financé celui qui est venu l'assassiner. Bien sûr. Alors que dans le même temps, il ne va pas nous dire que les Libyens n'avaient aucun problème dans leur pays. Ils étaient en avance sur beaucoup de pays africains, je suis d'accord. Non, ils étaient en avance sur beaucoup de pays, mais aujourd'hui c'est le chaos total. Oui, c'est le chaos à cause de lui. C'est du fait de ses choix politiques. C'est aussi ça. De l'intervention militaire. Oui, mais de l'intervention militaire de quelqu'un dont il a financé la campagne, dont il a aidé à être président. Oui, l'intervention de l'OTAN. L'intervention de l'OTAN poussée par la France. Il ne faut pas. Et l'Angleterre. Non, il ne faut pas chercher à avoir raison là où ça n'existe pas. Aujourd'hui, cette intervention a été faite sous la couverture de l'OTAN, on est tous d'accord. L'intervention de la France au Mali a été faite sous la couverture de l'ONU, etc. Mais ce que je dis, c'est que cette intervention a été déclenchée par un homme, c'est Nicolas Sarkozy. Et pour se couvrir juridiquement et tout ça, il a fait passer l'OTAN comme couverture. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Kadhafi qui a financé Sarkozy et qui est venu le tuer. Je dis que les Libyens étaient en avance sur beaucoup de pays africains, mais ils avaient leurs propres problèmes. Pourquoi il va aller financer un Français? Il va laisser les Libyens. Avec le contribuable libyen, parce que c'est l'argent. L'argent ne vient pas de sa poche. Je dis, on ne devrait pas en être fier. On ne devrait pas. Oui, ils n'ont qu'à être. D'accord. C'est aussi un investissement. D'accord, c'est un investissement. C'est un investissement. Il a récupéré les intérêts. C'est bien fait pour lui, c'est ce qu'on va dire. Je dis non. Je dis encore une fois, ça devrait être une honte pour les États africains de savoir que si ça s'avère que des pays comme le Gabon, qui sont parmi les pays les plus pauvres au monde, qu'ils sont capables de prendre de l'argent et de financer des politiciens pour qu'ils deviennent chefs d'État dans de grandes puissances. En retour, en contrepartie, qu'est-ce que ces politiciens leur apportent? Moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils leur donnent? Beaucoup quoi? Parce qu'ils s'éternisent au pouvoir? Non, mais c'est ça. Justement, ils ne sont pas là pour travailler à titre personnel. C'est bien compris. C'est une honte pour l'Afrique. Bien, c'est